Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui sur la chaîne philosophique, je voulais vous parler de philosophie, ce qui est logique, un peu de manière freestyle, comme on dit. Alors, qu'est-ce que la philosophie? Donc, ça reste mon humble avis. Donc, bon, comme tout le monde le sait, ou la plupart des gens le savent, c'est donc aimer la sagesse. Pas seulement. Sur une précédente vidéo, j'avais parlé de savoir. Alors on peut l'apparenter à une discipline. Alors ce qui est intéressant dans le terme discipline, c'est que justement depuis que la philosophie a émergé, jalonné durant des siècles, donc dans les prémices de l'Antiquité, je dirais au 6e siècle avant notre ère, il parlait de disciples. Donc c'est intéressant de ramener, de faire le lien entre disciple et discipline. Donc les disciples avaient cette tâche finalement dans les écoles, comme on peut l'académie de Platon, le lycée d'Aristote, le portique de Zénon chez les stoïciens, le jardin d'Épicure. Donc il y avait cette création d'écoles et la subsistance, le maintien et surtout la transmission, j'insiste bien, la transmission de la discipline via des disciples qui ont ensuite créé, bon, on a vu les présocratiques, les néoplatoniciens, donc c'est vrai que ça a perduré dans le temps. Il y a même eu des écoles à la Renaissance néoplatonicienne, donc à la Renaissance italienne, au 15e, 16e siècle. Donc ce sont des philosophies, alors, de l'art, de l'esthétisme, de l'éthique, de la morale. Éthique, ça veut dire mœurs et habitudes. On a souvent tendance à parler d'éthique et de morale et à confondre les deux termes. La morale, c'est ce qu'on institue dans une société. L'éthique, ce sont les habitudes, les mœurs, et c'est à partir de l'éthique qu'on va créer une morale. Nietzsche, par exemple, qui est né en 1844 et mort en 1900, il parlait de moraline. Donc lui, il a fait une généalogie de la morale. Donc, généalogie, c'est-à-dire que pourquoi nous en sommes venus à faire de la morale. Il détestait la morale et appelait ça de la moraline. Alors, ne pas confondre moralisateur et moraliste. Alors, on a eu des fabulistes du XVIIe siècle, des moralistes. Bon, vous avez, par exemple, là je me sors, mais Jean de La Fontaine. Bon, vous avez eu d'autres auteurs. Les moralisateurs, c'est souvent des gens qu'on trouve qui n'ont pas beaucoup appris et qui n'ont pas fait d'histoire, ou du moins de généalogie, et qui vont moraliser. On est quand même dans une société moralisatrice. Pardon. Alors pour en revenir sur la philosophie antique, ce qui est intéressant, c'est que tous ces penseurs avaient une vision holistique, heuristique. L'heuristique, c'est essayer de trouver avec intelligence, avec entendement, des découvertes, la vérité, de s'approcher le plus de la vérité. Chez l'école platonicienne, on était dans un idéalisme, c'est-à-dire qu'il y avait l'homme, l'être humain, on pourrait un petit peu parler d'individualisme aussi, et il y a une subjectivité du monde, c'est-à-dire que la représentation de l'individu est telle que le monde extérieur n'existe pas, donc la réalité. Par extension, nous en sommes venus finalement aux idéologies que l'on peut rencontrer à l'heure actuelle, voilà, que ce soit dans les courants de pensée ou que ce soit en politique. Aristote, ce qui est intéressant dans sa philosophie, c'est qu'il a une approche, il a utilisé le terme donc de antelechy, donc c'est cette volonté un petit peu comme la volonté de puissance chez Nietzsche. Donc il y a des termes, on a souvent tendance à rapprocher les deux, mais bon, il y a quand même des différences. Il est plus rationaliste, Aristote, le lycée d'Aristote, et il a aussi créé le terme de la cause incausée. Alors, qu'est-ce que la cause incausée? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une cause, il y a un effet. Mais cet effet devient cause. Et ainsi de suite. Voilà. Et je suis vraiment un pourvoyeur de ce système-là parce que on ne sait pas forcément vraiment toujours les causes. On parle souvent de causalité ou de principe de raison suffisante par exemple chez Schopenhauer, chez Kant, chez Hegel. Et ce qui est intéressant, c'est que la cause
qui va entraîner un effet, l'effet qui va entraîner va être à nouveau cause de quelque chose. Donc c'est la cause incausée chez Aristote. Après, ce qui est intéressant chez Lucrèce, par exemple, que j'ai cité de nombreuses reprises, et dans sa grande œuvre qui s'appelle De Rerum Natura, donc de la nature des choses ou de la nature tout simplement, il va aborder donc la nature sous toutes ses formes, que ce soit les atomes. Donc là, on revient à la notion de matérialisme, que ce soit les particules. C'est un auteur qui a observé le monde, un auteur du 1er siècle, avant notre ère, qui a observé, vraiment observé, et avec son expérience, avec peut-être sa forme intuitive, sans appareil métrique, sans mesure, sans lunettes astronomiques, parce que les astronomiques est arrivé beaucoup plus tard, au XVIe siècle sous Galilée, alors que c'est pas Galilée qui a trouvé la lunette astronomique, c'est un Hollandais, un opticien, Verrier, quoi. Et Galilée a développé ça, quoi. Mais bon, là, je m'égare un petit peu du sujet, j'aime bien faire de la digression, mais pas trop quand même. Donc pour en revenir à Lucrèce, alors c'est écrit en hexamètre, après ça a été traduit donc en prose, et c'est une lecture pour moi délicieuse que je conseille. Après, au niveau d'autres auteurs dont je peux vous parler, ce sont les auteurs, les stoïciens. Alors les stoïciens, ils ont développé, donc quand on parle de rester stoïque, c'est un petit peu l'approche, même si ça a été vulgarisé, quelqu'un qui reste stoïque, qui reste pantois, c'est quelqu'un qui ne montre pas finalement d'émotion. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est rester quand même maître de soi-même, être quand même sur l'instant présent. Et parmi les représentants, donc il y a Sénèque, Épictète, les mémoires donc de Marc Aurèle, donc très facile à lire, donc qui était empereur romain général, qui était le fils adoptif d'Adrien. Adrien, c'était il était italicain en Espagne, et là je recommande fortement et vivement de lire les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, fabuleux. Donc Adrien était aussi un stoïcien. Après, certains, donc au 1er siècle, non, au 1er siècle avant Jésus-Christ, vous avez eu Cicéron, Caton, tout ça. Cicéron, on le considère comme un stoïcien, mais si vous lisez un petit peu ses œuvres, il n'est pas vraiment stoïcien, quoi. Il aime la rhétorique, c'est un avocat, c'est un super rhéteur, il a l'art de la parole, mais après il faut lire vraiment ses œuvres. Et il y a aussi cette forme de didactique. La didactique, c'est le fait d'apprendre. Voilà. Donc je finis cette petite vidéo un petit peu improvisée, un petit peu comme en freestyle pour utiliser un anglicisme. Je referai des petites vidéos comme ça, improvisées, où je vais ici et là, avec digression, et essayer d'arborer un petit peu la philosophie avec un côté plus ludique. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.